Le silence est tombé dans la salle de réunion avant même que quelqu'un ne prononce le moindre mot. Les stores étaient à moitié baissés, laissant entrer une lumière grise qui découpait les visages en deux. D'un côté, des sourires presque satisfaits. De l'autre, une expression que je n'avais encore jamais vue sur ceux avec qui je travaillais depuis plus de 12 ans. Au centre de la table, une feuille, une simple feuille et un stylo. Signé maintenant. Où nous remettrons le dossier au conseil dès cet après-midi. Personne n'éleva la voix. C'était précisément ce qui rendait la scène si effrayante. Je regardais lentement chacun des visages autour de la table. Ma gauche, Élodie, 34 ans, directrice du développement. Fille unique du PDG actuel. Élégante, brillante lorsqu'il s'agissait de convaincre des investisseurs, mais incapable d'accepter que quelqu'un d'autre récolte les éloges. Son ambition n'avait jamais eu de limite. Son unique faiblesse, c'était son obsession du contrôle. En face de moi, Vincent, 46 ans, directeur financier. Un homme méthodique, réputé pour son calme presque clinique. Derrière cette façade, il ne supportait pas qu'une décision lui échappe. À côté de lui se tenait Romain, 39 ans, responsable juridique. Intelligent, prudent, toujours 2 coups d'avance. Mais sa loyauté allait uniquement à ceux qui pouvaient servir sa carrière. Ils m'observaient tous, comme si ma chute était déjà écrite. Je pris une lente inspiration. Je veux voir les preuves. Vincent fit glisser un dossier vers moi. Les pertes du projet Atlas. 8 millions d'euros envolés. Les validations portent votre signature « Je ». Tournez les premières pages. Des tableaux, des échanges de courriels, des autorisations, tout semblait authentique. Et pourtant, quelque chose me dérangeait. Certaines dates, des horaires, des validations, que je savais ne jamais avoir données. C'est impossible. Élodie esquissa un sourire. Les faits sont têtus, Claire. Elle prononça mon prénom, avec une douceur presque affectueuse, comme si elle regrettait ce qui allait suivre. C'était la première fois que je compris qu'on pouvait détruire quelqu'un sans jamais hausser le ton. Je levai les yeux. Vous pensez vraiment que j'ai détourné cet argent? Personne ne répondit. Le silence était leur réponse. Puis Romain poussa une seconde feuille vers moi. Lettre de démission immédiate. Je restais immobile. 12 années. 12 années passées à construire cette entreprise. Je connaissais chaque atelier de production, chaque entrepôt, chaque équipe régionale. Je pouvais citer le prénom des responsables de sites de Lille, de Lyon, de Nantes ou de Toulouse sans consulter le moindre dossier. J'avais sacrifié des week-ends, des vacances, une partie de ma vie, personnelle, et tout cela allait disparaître, à cause d'un document que je savais faux. Mon téléphone vibra, écran noir. Numéro, masqué. Je tendis la main. Élodie posa aussitôt, sa paume sur le téléphone. Après la réunion, son sourire ne bougea pas, mais son regard, lui, s'était durci. Pourquoi empêcher cet appel? Cette simple question commença à fissurer les certitudes que je croyais encore avoir. Je signai. Le bruit de la pointe du stylo sur le papier résonna étrangement dans la pièce. Vincent récupéra aussitôt la lettre. Très bien, puis il ouvrit discrètement une chemise cartonnée posée sous la première. Il reste un document administratif. Sans réfléchir, encore sonné, je signai également celui-là. Je n'y prêtais même pas attention. Quelques secondes plus tard, je quittai la salle avec un carton contenant les quelques objets de mon bureau. Une tasse, 2 cadres photo, un carnet rempli de notes, 12 ans résumés. Dans une boîte en carton, personne ne m'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Dans le hall, plusieurs employés baissèrent les yeux. D'autres me regardèrent avec une tristesse sincère. Personne n'osa parler. Je sortis sous une pluie fine. L'air avait cette odeur de bitume mouillé propre aux matinées parisiennes. Je restai plusieurs minutes sans bouger. Puis mon téléphone vibra de nouveau, le même numéro. Cette fois, je décrochai, une voix grave. Calme. Madame Martin? Oui. Ici, maître Delorme. Je ne connaissais pas ce nom. Je suis notaire. Je fronçai les sourcils. Je pense qu'il y a une erreur. Aucune erreur. Je vous attendais précisément aujourd'hui. Mon cœur ralentit. Comment ça? Aujourd'hui? Un léger silence. Parce que vous venez de signer, je ne compris pas. Signer quoi? L'accord de succession d'entreprise. Je restai figé. Je crois que vous vous trompez de personne. Non,
Madame Martin, sa voix ne tremblait pas. Le fondateur, M. Henri Beaumont, avait prévu cette éventualité il y a 9 ans. Henri Beaumont, le véritable créateur du groupe, Beaumont Industries, un homme respecté dans toute la région lyonnaise, il était décédé 2 ans auparavant. Je l'avais très peu vu. Durant ces dernières années, la maladie l'avait éloigné de la direction. Son fils, Philippe, avait repris les commandes. Le père bâtissait, le fils gérait. Du moins, c'était ce que tout le monde croyait. Je ne comprends pas. Je vous conseille de venir immédiatement à mon étude. Je regardais ma montre. C'est vraiment indispensable? Madame Martin, sa voix changea légèrement. Depuis exactement 4 minutes, plusieurs clauses confidentielles sont devenues exécutoires. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Quelles clauses? Je préfère vous les expliquer en personne. L'appel prit fin. Je restai longtemps immobile. 4 minutes. Qu'est-ce qui pouvait bien changer en 4 minutes? 2 heures plus tard, j'entrai dans une ancienne étude notariale située près de la place Bellecour, à Lyon. L'intérieur sentait le vieux bois ciré et les archives. Maître Delorme devait avoir une 60aine d'années. Costume sombre, lunettes rondes, une précision presque militaire dans chacun de ses gestes. Il m'invita à m'asseoir. Sans perdre une seconde, il posa devant moi une enveloppe cachetée portant un sceau rouge. Je reconnus immédiatement la signature d'Henri Beaumont. Je l'avais vue des centaines de fois. Le notaire ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents reliés. Monsieur Beaumont avait une conviction. Je ne répondis pas. Il disait toujours qu'une entreprise familiale ne disparaît jamais à cause de ses concurrents, mais à cause de ceux qui pensent en être propriétaires. Je levai lentement les yeux. Maître Delorme poursuivit. Il avait observé votre travail pendant des années. Je secouai la tête. Nous nous sommes très peu parlé. C'est vrai, le notaire sourit légèrement. Mais lui vous observait beaucoup. Il fit glisser un document vers moi. En haut, figurait une mention écrite à la main. Accord de sauvegarde patrimoniale. Puis une phrase soulignée. Cet accord n'entre en vigueur que si Claire Martin quitte volontairement ou sous contrainte ses fonctions au sein de Beaumont Industries. Je relus la ligne 3 fois. Mon souffle se coupa. Ce document est parfaitement authentique. Je tournais les pages. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression de lire quelque chose d'irréel. Henri Beaumont avait créé, des années auparavant, un mécanisme juridique extrêmement complexe. Il redoutait qu'un jour des dirigeants utilisent leur pouvoir pour éliminer les personnes intègres qui protégeaient réellement l'entreprise. Il avait donc imaginé un système silencieux, invisible, qui ne pouvait être déclenché que par une seule personne. Moi, à condition que je sois poussé vers la sortie. Je relevai lentement la tête. Pourquoi moi? Le notaire prit quelques secondes avant de répondre. Parce qu'il estimait que vous étiez la seule cadre qui prenait systématiquement une décision en fonction de l'intérêt de l'entreprise, et non de son propre intérêt. Je restai incapable de parler. Il poursuivit. Votre deuxième signature vient d'activer 3 procédures automatiques. Je sentis mon cœur accélérer. Lesquelles? Premièrement, un audit externe. Totalement indépendant, vient d'être ordonné. Deuxièmement, les droits de vote des principaux dirigeants sont suspendus jusqu'à la fin des investigations. Je sentis une chaleur étrange envahir mes mains et, lorsqu'il prononça la 3e clause, le monde sembla s'arrêter autour de moi. Troisièmement, le conseil d'administration découvrira demain matin un testament d'entreprise dont l'existence n'était connue que de M. Beaumont. Et de moi. Je n'eus même pas le temps de poser la moindre question. L'heure. Téléphone du notaire sonna. Il décrocha. Son visage changea presque immédiatement. Il me regarda droit dans les yeux. Puis il murmura seulement. Ils viennent de comprendre que quelque chose leur échappe. Le notaire coupa le haut-parleur d'un geste lent avant de reposer son téléphone. Il ne paraissait ni surpris ni inquiet, comme s'il attendait cet appel depuis des années. Il demande déjà une copie des documents, dit-il calmement. Je leur ai répondu ce que M. Beaumont m'avait ordonné de répondre. Je déglutis. C'est-à-dire? Ah! Lorsque Claire Martin aura signé, il sera trop tard. Un silence lourd s'installa entre nous.
Je regardais une nouvelle fois le dossier posé devant moi. Chaque page portait la signature d'Henri Beaumont, accompagnée d'annotations manuscrites d'une précision impressionnante. Il avait pensé à tout. Je repensais à notre toute première rencontre. J'avais 30 ans. L'entreprise ouvrait une nouvelle unité de production près de Nantes, et j'avais été envoyé sur place pour résoudre une série de retards qui menaçaient un contrat stratégique. Tout le monde cherchait un responsable. Moi, je cherchais seulement une solution. Le dernier soir, alors que les équipes rentraient enfin chez elles, un homme âgé était resté seul dans l'atelier. Je ne l'avais pas reconnu. Nous avions discuté près d'1 heure. Devant une machine arrêtée, il m'avait posé des dizaines de questions, aucune sur mon salaire, aucune sur mes ambitions. Seulement, des questions sur les ouvriers, les fournisseurs, les familles qui dépendaient de cette usine. À la fin, il avait simplement déclaré « Une entreprise n'est pas un bâtiment. C'est une promesse. » Le lendemain, j'avais appris que cet homme était Henri Beaumont. Je n'avais jamais oublié cette phrase. Le notaire sortit une petite clé d'une enveloppe. « Monsieur Beaumont m'a également demandé de vous remettre ceci. » « Une clé ? » D'un coffre situé dans les archives historiques du siège ? Je fronçais les sourcils. Je travaille dans cette entreprise depuis 12 ans. Je ne savais même pas qu'il existait des archives historiques. Très peu de personnes le savent. Il consulta sa montre. Vous avez environ 2 heures avant que le conseil d'administration ne soit officiellement informé des clauses activées. Et ensuite, chacun tentera de sauver sa place. Je quittai l'étude avec une sensation étrange. Quelques heures plus tôt, j'étais une salariée humiliée, convaincue que toute sa carrière venait de s'effondrer. À présent, j'avais entre les mains une clé capable d'ébranler tout un groupe industriel. Mais une question me hantait. Pourquoi Henri Beaumont avait-il eu besoin d'aller aussi loin? Il devait déjà soupçonner quelqu'un. Le siège social semblait inhabituellement tendu lorsque j'y retournais. Je n'étais plus employée. Pourtant, personne ne m'empêcha d'entrer. Les agents de sécurité échangeaient des regards nerveux devant leurs écrans. Dans les couloirs, les conversations s'interrompaient à mon passage. Quelque chose avait changé. Je descendis au sous-sol. Les archives occupaient une ancienne aile du bâtiment que je n'avais jamais visitée. La serrure s'ouvrit. Immédiatement, à l'intérieur, des centaines de boîtes soigneusement classées. Au fond de la pièce, un coffre métallique. La clé entra parfaitement. Le mécanisme céda dans un déclic sec. Je soulevai le couvercle. À l'intérieur ne se trouvait ni bijoux ni argent, seulement des dossiers, des carnets, des clés USB et une lettre. Mon nom apparaissait sur l'enveloppe écrite à la main. Je l'ouvris avec précaution. Claire, si vous lisez ces lignes, c'est que j'avais raison. On ne vous aura pas laissé partir parce que vous étiez incompétente, on vous aura poussé dehors parce que vous étiez devenu un obstacle. Je ne sais pas qui sera impliqué, mais je sais comment est la corruption. Elle commence toujours. Lorsqu'on préfère protéger une carrière plutôt qu'une vérité, ne cherchez jamais à vous venger. Cherchez seulement à empêcher que cela recommence. Henri Beaumont. Je refermai lentement la lettre. Mes mains tremblaient. Quelqu'un entra brusquement dans la salle. Je me retournai. C'était Malik, 48 ans, responsable de la maintenance générale. Un homme discret, apprécié de tous, qui travaillait dans l'entreprise depuis près de 25 ans. Son plus grand défaut était sans doute de vouloir éviter les conflits à tout prix. Il me regarda essoufflé. Je vous cherchais partout. Pourquoi? Il referma soigneusement la porte. Ils détruisent des dossiers. Mon cœur se serra. Qui? Vincent et Romain. Ils sont descendus dans les archives financières il y a une demi-heure. Je sentis immédiatement le danger. S'ils faisaient disparaître des preuves avant le début de l'audit. Vous êtes sûr? Il hocha la tête. J'ai entendu le broyeur fonctionner pendant presque 20 minutes. Je n'hésitais pas une seconde. Nous traversâmes plusieurs couloirs jusqu'à l'aile comptable. En arrivant, une odeur caractéristique de papier brûlé flottait encore dans l'air. Le broyeur industriel était plein. Mais quelque chose attira mon attention. Une employée du service. Comptable était assise seule devant son écran. Anaïs, 27 ans. Assistante financière toujours. Discrète, toujours irréprochable. Lorsque nos regards se croisèrent, elle pâlit. Claire? Sa voix tremblait. Je suis désolée.
Je m'approchai doucement. Désolée de quoi? Elle baissa les yeux. J'ai reçu l'ordre de modifier certains rapports il y a 3 mois. Je restais immobile. De qui venait cet ordre? Elle hésita longtemps, puis murmura. Ce n'était pas Vincent. Je sentis un frisson. Depuis le début, j'étais persuadée que le directeur financier dirigeait tout. Alors qui? Elle inspira profondément. Madame Élodie. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Anaïs poursuivit d'une voix presque inaudible. Elle disait que ce n'était qu'une correction temporaire, que tout serait rétabli après une réunion avec les investisseurs. Vous avez conservé quelque chose? Elle me fixa plusieurs secondes, puis ouvrit discrètement un tiroir. Elle en sortit une petite clé USB. J'avais peur. Je n'ai jamais osé la remettre à quelqu'un. Je pris la clé. Qu'y a-t-il dessus? Les versions originales. Avant toute modification, je compris alors que le dossier présenté contre moi n'était pas seulement faux. Il avait été construit méthodiquement. Chaque chiffre, chaque signature, chaque validation. Quelqu'un avait patiemment fabriqué une réalité parallèle. Mon téléphone sonna. Cette fois, le numéro appartenait au président du conseil d'administration. Je décrochai. Madame Martin? Oui? Le conseil souhaite votre présence immédiate. Je regardai Malik, puis Anaïs. Ils comprirent tous les deux que quelque chose d'important allait se jouer. Lorsque j'entrai dans la grande salle du conseil, l'atmosphère était méconnaissable. Les administrateurs ne parlaient presque pas. Devant, chacun d'eux reposait une copie du testament, d'entreprise. Élodie avait perdu son assurance. Vincent évitait mon regard. Romain feuilletait nerveusement les documents. Le président du conseil prit enfin la parole. Madame Martin, il marqua une pause. Avant d'ouvrir cette séance, j'ai une seule question. Il leva lentement les yeux vers Élodie, puis vers Vincent, enfin vers Romain. Lequel d'entre vous souhaite expliquer pourquoi Henri Beaumont avait prévu, il y a 9 ans, un dispositif destiné précisément à protéger cette entreprise contre une corruption interne? Personne ne répondit? Pour la première fois depuis le début de cette histoire, ce n'était plus moi qui devais me défendre. C'était eux.